Bien, on est heureux de vous accueillir aujourd'hui. On va avoir une petite introduction rapide de Pierre Insquéry, le maire de Montsartou, mais qui malheureusement doit être théoriquement à Grasse à 9h15, donc il n'y arrivera pas. Mais voilà, il tenait à être là pour vous dire un mot d'accueil, et puis après on reprend la parole avec Julien. Oui, merci Gilles. Bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus jusqu'ici, jusqu'à Montsartou. Alors pour certains, ça n'a pas été très compliqué puisqu'on a des voisins et amis qui sont ici présents. J'ai vu le maire de Châteauneuf qui est ici avec un beau projet sur sa commune. Je sais que Valbonne est représenté, Saint-Vallier aussi. Enfin voilà, il y a des locaux parmi vous, mais pas que. Il y a des gens qui viennent de loin. Alors merci d'être venus jusqu'ici, jusqu'à Montsartou, dans ce petit coin du sud-est de la France. Alors j'aurais peut-être la faiblesse de croire que si vous êtes ici pour ces premières journées des fêtes municipales, c'est pas par hasard, et que si Montsartou a été choisi, c'est aussi parce qu'il s'est passé des choses depuis un certain nombre d'années chez nous. C'est une histoire qui remonte il y a plus de 20 ans maintenant. Alors vous avez la chance d'avoir le résultat de ce qui s'est fait, et surtout la personne qui a porté ce projet depuis plus de 20 années maintenant, qui est ici, Gilles. Donc vous pouvez en profiter pendant 2 jours pour lui poser toutes les questions que vous voulez. C'est rare de l'avoir à nos côtés. Il est toujours par Mons et par Vaux pour dispenser la bonne parole et pour parler de ce qui se fait et ce qui doit se faire. Alors, rapidement, le projet s'est construit sur le temps long chez nous. On aura l'occasion de revenir là-dessus tout au long de ces 2 journées. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un projet qui s'est construit empiriquement, qui n'a pas été théorisé à la base, et qui est essentiellement sur une approche pragmatique et empirique. Et les résultats sont là. On en parlera. Il y a des résultats très concrets de satisfaction déjà de la part de la population. Mais pas que, il y a des incidences notables, tangibles et rationnelles sur la réduction des gaz à effet de serre, sur le projet alimentaire global de la commune. Donc, ce qui est intéressant dans ce moment un peu particulier d'hystérie politique où on parle de tout et de n'importe quoi, d'avoir cette parenthèse sur 2 jours où on va parler concrètement de l'écologie, de l'environnement au sens large, qui a été complètement absente, je pense, des débats, vous l'avez constaté, pour les élections européennes, et qui est aussi toujours absente des débats actuellement, puisqu'on est sur des considérations complètement différentes. Donc voilà, pour dire que l'écologie, l'environnement, les résultats, ça existe, c'est du concret, c'est pas que du discours, c'est pas que des incantations, c'est factuellement des choses qui peuvent avoir une incidence sur le bien-être de la population, sur les réductions, comme je le disais précédemment, réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc on est dans le concret. Malheureusement, nos chers décideurs, nos chères élites n'en parlent pas suffisamment. Alors, compte sur vous pour porter la bonne parole. Vous êtes déjà engagés, fortement engagés sur le terrain. Continuez à le faire. Continuez à parler des projets que vous portez. À mon sens, c'est la seule façon de s'en sortir. Il ne faut pas trop attendre d'aide de la part du plus haut sommet de l'État, mais pas seulement. Voilà, vous êtes les ambassadeurs et les ambassadrices de l'écologie pragmatique, concrète et efficace. Merci infiniment pour ce que vous faites et merci des partages que l'on va pouvoir avoir, parce que la coopération, la collaboration, c'est aussi le fruit de la réussite de tous les projets, quels qu'ils soient. Merci de votre présence, et puis on aura l'occasion de se recroiser, je pense, dans ces 2 jours. Et puis j'ai cédé la parole à Gilles, donc je le répète, qui est quand même, et même s'il n'aime pas le dire, mais moi j'aime bien le dire, qui est l'artisan, à la fois celui qui a théorisé et qui a mis en pratique, si vous voulez, le projet Monsois. Et voilà, moi je suis toujours extrêmement admiratif du travail qu'il accomplit, mais pas que, il fait plein d'autres choses aussi. Je le bichonne un peu parce que il était... Non. Voilà, c'est une chance de l'avoir. Et puis je pense que vous avez aussi des Gilles Perrol chez vous. Vous en êtes probablement aussi les représentants ici. Merci en tout cas. À très bientôt. Merci Pierre.
bon, tu sais que j'aime pas, mais j'aime aussi dire qu'on ne fait jamais rien tout seul, hein, de toute façon. Donc, il y a l'équipe municipale qui soutient, l'équipe technique qui soutient, et c'est important. Alors, donc ces premières rencontres, hein, c'est quand même un événement, première rencontre nationale des fermes municipales, que Montsartou voulait organiser depuis longtemps. Plusieurs fois, ça a été prévu, avorté pour différentes raisons, mais cette année, les planètes se sont alignées. On a trouvé en plus, je vais commencer par ça parce que c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui, des partenaires financiers qui nous ont permis d'offrir un accueil à ces 2 journées sans frais d'inscription. C'est pas négligeable, on connaît les finances des collectivités, vous portez déjà les déplacements, les nuitées, donc si l'événement ne coûte rien et que les repas sont offerts, c'est un vrai plus. Donc en tout premier lieu et en premier financeur, l'ADEME nationale. L'ADEME qui devait être représentée aujourd'hui par Jérôme Mousset, directeur, vous savez que l'ADEME, il y a un directeur et puis il y a un directeur de 4 pôles, dont le pôle bioéconomie, énergie renouvelable d'ADEME. Donc Jérôme Mousset dirige ce pôle, devait venir jusqu'à avant-hier où il a eu interdiction de parler en période de réserve. Donc malheureusement, il a annulé parce que venir pour ne pas parler, il a déjà beaucoup de choses à faire. C'était un gros effort dans son agenda de descendre jusque chez nous. Donc voilà, on lui envoie un salut amical de Montsartou et on a Alba Despart qui s'occupe de l'enjeu alimentation au siège, hein, à l'ADEME nationale, qui est là, qui ne prendra pas la parole officiellement non plus, mais j'espère qu'elle pourra participer quand même aux échanges. Voilà, on a une période un peu compliquée, il y a quelques collectivités et quelques élus devant participer à la table ronde aussi, notamment Jérémy Camus et Patrick Nardic. Jérémy Camus, vice-président métropole de Lyon, et Patrick Nardic, maire d'Épinal, qui ont annulé leur venue. Voilà, mais on n'a pas annulé l'événement, contrairement à beaucoup d'événements, et le Carrefour des Pâtes, notamment du 4 juillet, qui a été annulé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc voilà, on va garder le bon. Donc, deuxième financeur, le programme Tetra avec la fondation Carasso, qui est représenté par Oriane Lamy. Je ne sais pas, Oriane, tu fais, voilà, lève bien haut le bras qu'on te repère, qui prendra la parole demain. Et donc, on excuse Louise Galipeau qui anime le programme avec elle, et Margot Denis de la fondation Carasso qui suit tous ces dossiers, mais ils financent fortement également cet événement. Ce qui nous permet de réaliser notre rêve. On a un troisième financeur, un peu plus léger, mais on prend tout, Agrosemence, et on a le plaisir d'accueillir son président et cofondateur, Cyriaque Cronier-Manja. Mais il est grand, vous le verrez. Il est grand, il a un t-shirt vert, donc vous pourrez le repérer sans souci pour échanger avec lui. C'est un beau partenariat aussi, parce que voilà... des semences de qualité dans nos projets, c'est plus qu'important. Et puis, on a des partenaires qui nous aideront à organiser cette journée, notamment les ateliers cet après-midi avec la Fédération nationale de l'agriculture biologique, la FNAB, représentée par Delphine Ducœur-Joly. Les Pieds dans le Plat, qui est une association on va dire de cuisiniers, je pense que c'est le bon terme, et qui montre que... cuisiner bio en restauration collective, c'est possible, et puis avec tous les projets connexes, bien sûr. Donc, représenté par Nadine Le Gallo, qui est la régionale de l'étape, elle est basée à Aix-en-Provence, et Jean-Marc Mouillac, qui lui nous vient de Dordogne. Et vous connaissez tout le travail qui est fait par le département de la Dordogne pour passer l'ensemble des collèges en 100% bio. Je crois qu'ils ont fait un peu plus de la moitié du chemin, et voilà, c'est la cheville ouvrière de ce projet. Donc voilà, c'est des gens de grande qualité. Et puis, on a ALTA, qui est l'Alliance des territoires... non, ça y est, j'ai le trou de mémoire, Madeleine, je suis désolé. Pour l'alimentation et l'agriculture, la transition agroalimentaire. Voilà, mais elle vous présentera tout ça. Madeleine Charru, voilà. Je vous invite à regarder l'Alliance ALTA, parce que c'est l'alliance qui agrège de nombreux partenaires. Il y a des collectivités, des associations, des ONG, des chercheurs. Voilà, c'est un endroit où on réfléchit ensemble
à ce qu'on peut faire. Donc c'est intéressant, vous pourrez en parler avec Madeleine. Et puis on aura le plaisir d'avoir 3 enseignants-chercheurs, parce que si Montsartou a beaucoup avancé, très tôt, c'est le monde de la recherche qui nous a éveillés aux enjeux. Et je fais partie des élus qui disent que les collectivités devraient beaucoup plus travailler avec le monde de la recherche pour tracer le chemin, pour évaluer le chemin parcouru et innover dans nos politiques publiques locales. Donc on a Pierre Raffard, qui est un géographe, enseignant-chercheur. On a Samuel Ferré qui, j'espère, va arriver, mais il était prévu qu'il arrive, son train arrivait à 9h à Cannes, je crois, donc il devrait pas tarder. Et Kamel El Hilali, je ne l'ai pas vu Kamel ce matin. Et il est là, voilà, tout au fond, qui lui est un juriste. Et on a besoin de juristes, vous allez voir, et il vous expliquera pourquoi cet après-midi. Je pense que ça sera un moment assez fort. Et puis, bien sûr, on a 2 organisateurs, Potager et compagnie, avec Julien Vert, qui est co-gérant de Potager et compagnie, et la Maison d'éducation à l'alimentation durable de Montsartou, la MEAD, comme on aime l'appeler plus simplement, qui travaille sur cet événement depuis quelques mois, et avec un petit coup de collier ces derniers temps. Donc un grand merci à ces 2 équipes, Julien et Aurélie du côté Potager et compagnie, Thibaut, Charlie, Sylvain, Magali, Léa, du côté de la MEAD. Alors, si tu veux y aller, Pierre. Oui, tu as raison. Il ne veut pas partir parce qu'il surveille ce que je dis, et qu'effectivement, je n'ai pas nommé Stéphane Bouissou, qui est un enseignant-chercheur qui est dans la salle, mais parce qu'il n'intervient pas. Mais c'est bien de le saluer parce que c'est le local de l'étape. Stéphane Bouissou, qui est géographe aussi, mais j'allais le nommer un peu plus tard dans mon propos, parce qu'on travaille beaucoup ensemble. Mais voilà, parce que tu vas être vraiment en retard. Donc, vous savez que le maire l'a un petit peu évoqué, donc je vais passer vite, mais l'idée de ce projet, c'est 2018. Au moment où on passait notre cantine en 100% bio, quand on a vu la provenance de certains de nos légumes, jusqu'en Amérique du Sud, Afrique du Sud, on s'est dit, c'est pas tout à fait le bio qu'on veut, même si... Alors, je dis souvent, moi, qu'il vaut mieux du bio qui vient un peu loin que du chimique qui vient près de chez soi. De toute façon, ça, il n'y a pas de souci. Mais tant qu'à faire, l'idéal, c'est ce que dit la FNAB, c'est le bio et le local. Et donc, on voulait relocaliser. On a essayé, bien sûr, de travailler nos marchés publics, de sourcer et de contourner les marchés publics. Mais on n'a pas eu de réponse parce que nous sommes dans les Alpes-Maritimes, qu'il n'y a quasi plus d'agriculture. Et que les agriculteurs, les rares qui restent, et les rares en bio en plus, ne vont pas s'embêter à répondre à un marché public, étant donné qu'en tout cas à l'époque, ils n'avaient pas de problème pour vendre leur production. Et c'est comme ça qu'on a dit, il n'y a pas, on va le faire. Voilà, c'est parti d'une boutade avec la directrice du service enfance de l'époque, Marie-France Pézini. Et voilà, une fois, comme l'a dit, comme le maire, on a été pragmatique, on a bossé tout seul, on a réfléchi, on a discuté avec des agriculteurs, on a dimensionné un projet. Et c'est comme ça qu'en 2011, on a, mais Frédéric Rebuffel vous expliquera tout en détail ça cet après-midi, on a créé ce domaine de Hautecombe qui approvisionne aujourd'hui 85% des légumes que mangent les enfants à la cantine, et même hors pommes de terre, on monte jusqu'à quasiment 96% d'autonomie. Pour 1100 repas par jour. Pour 1200 repas par jour, oui. Donc on fait partie encore des grosses régies agricoles. Alors, on pensait être les premiers. On aime bien être les premiers, des fois ça fait plaisir. Bon, on s'est rendu compte après qu'il existait la régie agricole de Toulouse, que vous connaissez, je pense, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Mais en fait, la régie agricole de Toulouse, c'est tout à fait un autre projet. C'était d'abord 300 hectares et qui n'était à l'époque pas du tout connecté avec la cantine, mais qui était une réserve foncière pour des aménagements futurs dont ils exploitaient. Mais c'est déjà un projet intéressant parce que
il le faisait en régie. Donc on était bien les premiers à approvisionner des cantines avec des légumes que l'on produisait nous-mêmes. Et depuis tout ce temps-là, on a accueilli beaucoup de monde à Montsartou. On a partagé beaucoup notre expérience par des visites. Après, on s'est un peu structuré des journées organisées de visites. Bien sûr, avant c'était le téléphone, maintenant sont des visios. Et le diplôme universitaire, dont il y a quelques anciens étudiants diplômés dans la salle. J'ai vu au moins Constance et Yann, et qui ont tous les deux créé une régie agricole, entre autres, qui travaillent sur des politiques alimentaires publiques dans leur collectivité. Et c'est ce travail qu'on fait avec l'Université Côte d'Azur, avec Stéphane Bouissou, entre autres. Voilà. Et donc Montsartou est sûrement une des rares collectivités aussi à avoir co-créé avec l'Université Côte d'Azur un diplôme universitaire pour former les agents des collectivités ou des gens en reconversion qui veulent travailler pour l'alimentation durable dans les collectivités, parce que l'intitulé exact, c'est chef de projet alimentation durable, option collectivité territoriale. Donc on est bien ancré dans les politiques publiques. Donc si vous avez besoin d'infos là-dessus, vous voyez Stéphane ou moi. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on arrive, après d'une centaine de collectivités qui ont alors une ferme. Je m'excuse auprès des départements et des EPCI. On a dit que c'était les premières rencontres des fermes municipales, mais c'était un peu long de mettre municipal, intercommunal, départemental. Mais l'important, c'est bien de montrer aujourd'hui, et on l'a dit dans les communications, que tous les niveaux de collectivité s'y intéressent, qui est, et vous le verrez dans la table ronde et dans les ateliers. Donc une centaine qui sont soit en production, soit en émergence, soit en études, mais voilà, c'est quand même un objet qui intéresse de plus en plus et on continue à avoir beaucoup de sollicitations. Voilà, je passe la parole pour la suite. Tu veux mes pompes ou non, t'as tout dans la tête? Ça va aller. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je m'appelle Julien Vert. Donc j'ai créé Potager et Compagnie il y a 4 ans. On est maraîcher bio dans le Var. On est aussi un organisme de formation professionnelle. On forme aux techniques agroécologiques. Et on a un petit bureau d'études, les pieds sur terre. On accompagne des projets de création de potagers d'entreprise et de fermes maraîchères municipales. Et donc, bien sûr, on est venu voir Montsartou au début du projet pour nous aussi faire la visite et puis voilà, échanger sur ces projets. Et puis, de fil en aiguille, on a eu cette volonté commune d'organiser ces journées, ce premier événement national dédié aux fermes portées par des collectivités. Alors, pourquoi ça nous intéresse, ce sujet? Pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé là-dedans aussi? Alors, c'est toujours d'abord des projets nourriciers, nous on y tient beaucoup, c'est important. Évidemment, on va fournir la cantine en fruits et légumes bio, on va peut-être aussi pouvoir développer des actions de solidarité avec le CCAS, le partage de repas à domicile. Voilà, donc il faut qu'on produise des légumes en bio, mais voilà, c'est des vrais lieux nourriciers, c'est leur vocation première et c'est important, mais c'est pas que ça. Une ferme municipale, c'est aussi un formidable outil pédagogique, on va avoir l'occasion d'en parler pendant les 2 jours. Le but, c'est de faire le lien entre ce que les enfants vont voir à la ferme et ce qu'ils ont dans l'assiette. Il y a quelque temps, on lisait dans la presse que près des 2/3 des jeunes Français aujourd'hui ne reconnaissaient pas une courgette. C'est quand même, c'est frappant, le niveau de déconnexion, en fait, et en particulier au niveau de notre alimentation. Donc voilà, ces fermes, elles vont pouvoir permettre d'atterrir un peu, de mettre les mains dans la terre. Et donc c'est des outils vraiment, vraiment intéressants sur lesquels on peut construire beaucoup de choses avec les équipes éducatives et le périscolaire. Des fermes municipales, intercommunales ou départementales, c'est aussi, et ça nous tient assez à cœur chez Potager et Compagnie, c'est aussi un ou une maraîchère qui va être salarié, donc qui va bénéficier d'un revenu décent et stable. Voilà, nous on aime à rappeler une statistique assez triste, mais qui est la réalité du maraîchage bio en France. Un maraîcher bio diversifié travaille 50 à 70 heures par semaine pour 800 € par mois. Voilà. Et c'est parce que des gens acceptent ça aussi qu'on mange tous les jours, quoi. Et donc pour des projets publics, on se dit qu'on peut faire mieux, et faire mieux, c'est effectivement avoir un maraîcher salarié. Et donc nous, dans les projets qu'on accompagne, c'est le modèle qu'on pousse, donc potager d'entreprise avec un maraîcher membre de la communauté de travail qu'il nourrit, ou ferme municipale avec un maraîcher communal, voilà, et donc un salaire, des congés. C'est important. C'est important aussi parce qu'un maraîcher qui est un peu sécurisé sur le plan économique, c'est aussi un maraîcher ou une maraîchère qui va se permettre d'expérimenter dans le sens de l'agroécologie. C'est plus facile de prendre des risques, d'aller sur des itinéraires plus écologiques, mais peut-être un peu moins sécurisés,
lorsque voilà, on a ce statut de maraîcher salarié. Et donc moi je crois beaucoup aussi au fait que ces fermes maraîchères municipales, c'est des vrais laboratoires de la transition agroécologique et qu'on va y voir des choses, des pratiques, des itinéraires techniques, des façons de faire qui seront intéressantes et qui peuvent inspirer bien au-delà de la sphère publique. Voilà. Et enfin, je pense que ces projets, alors d'abord c'est des projets emblématiques et on le voit bien, donc je pense que pour une commune ça offre aussi une visibilité qui est intéressante. C'est des projets qui sortent vite. Voilà, nous on a créé des fermes municipales en moins d'1 an entre le premier contact avec les élus et l'entrée et les premières plantations sur la ferme. Voilà, et puis c'est des projets qui répondent plus globalement à des enjeux aussi de résilience, d'autonomie alimentaire, qui répondent à des demandes sociales qui sont importantes sur ces sujets. Voilà, et donc tout ça, ça justifie aussi qu'on soit là tous ensemble parce que ça soulève pas mal d'enjeux, de difficultés techniques. C'est nouveau, voilà, ce n'est pas des compétences qui sont classiques au sein des collectivités locales. Et donc on croit beaucoup avec la MEAD que le partage d'expériences, la mise en réseau va nous permettre de progresser collectivement. Voilà, donc merci beaucoup d'être là nombreux et ça va être le cœur du sujet pendant ces 2 jours. Et pour conclure, évoquer aussi que certes les fermes municipales c'est un outil extrêmement intéressant en termes de pédagogie, en termes de production, etc. Mais c'est aussi qu'un élément souvent d'une politique agricole écosystémique sur le territoire beaucoup plus large. Je veux dire, toutes les communes qui se lancent dans une régie agricole, elles ont une réflexion plus large sur leur politique alimentaire, sur la qualité de ce qui sert à la cantine, sur la qualité de l'alimentation pour les habitants, sur les enjeux de production sur le territoire, etc., souvent au sein d'un projet alimentaire territorial. Et ces projets sont donc des vrais enjeux, d'abord de santé publique. Vous savez qu'il y a 60 milliards de dépenses de santé par an liées à l'alimentation. Donc voilà, on s'empoisonne en mangeant souvent. Bon, le problème, c'est qu'on s'empoisonne souvent petit à petit. C'est très progressif, la concentration de perturbateurs endocriniens, de pesticides, de produits chimiques dans ça va petit à petit. On est très surveillé sur les intoxications alimentaires, qui effectivement peuvent être foudroyantes. Mais sur tout ce qui va lentement, on est peu surveillé. Puis sur la malbouffe, sur le gras, le sel, le sucre, etc. Donc un enjeu de santé publique, mais un enjeu aussi de santé environnementale. Et c'est toujours la double entrée qu'a pris Montsartou, santé environnementale, puisque en France, au-delà des enjeux de santé, l'alimentation, c'est aussi 25% de l'impact carbone. Et donc 25% de la cause du réchauffement climatique. Et on sait très bien qu'en mangeant bio, local, de saison, moins transformé, et en changeant notre régime alimentaire, en diminuant la part de viande, on peut avoir un impact très positif. Et c'est ce qu'évoquait le maire tout à l'heure. Et vous trouverez sur une table au fond cette petite plaquette qui vous donne les résultats d'une étude d'impact qui a été faite dans le cadre d'une thèse encadrée par Stéphane Bouissou. Voilà, comme je ne l'avais pas nommé, ça fait 3 fois que je le nomme maintenant. Le maire sera content. Bon, il habite Montsartou, Stéphane Bouissou en plus. Donc parce que quand je dis le local de l'État, c'est vraiment le local. Et en fait, on a évalué 5 ans d'action de la Maison d'éducation et alimentation durable sur la transformation des habitudes alimentaires des habitants. Et en fait, les résultats donnent moins de 30%, en moyenne, il y en a qui vont beaucoup plus loin, moins 30% de consommation de produits ultra transformés, alors que ça continue à augmenter en France, moins 23% de consommation de viande, alors que ça continue à augmenter très légèrement, 7, mais de 0,7% en France, 28% des habitants qui consomment du bio tous les jours, contre 15% au niveau national. Donc on mange 2 fois plus bio à Montsartou que sur les autres communes. Et ces 3 impacts génèrent une diminution de 26% de l'impact carbone de l'alimentation des habitants de Montsartou. Donc vous voyez qu'on a fait la moitié du chemin. Et c'est comme ça qu'on peut y arriver. Et ce levier de l'alimentation dans la lutte contre le réchauffement climatique, c'est sûrement le levier le plus facile à actionner et le plus efficace rapidement dans la diminution d'impact. Il faut savoir... Si tu permets, Gilles, juste une anecdote. Moi, ça m'avait beaucoup frappé. Donc, ce que démontre l'étude, c'est qu'en éduquant les enfants, en fait, on fait changer les pratiques alimentaires des familles. Et en fait, c'est pas vraiment une surprise. Les publicitaires, ils l'avaient compris bien avant nous.
C'est en ciblant les enfants qu'on fait acheter les parents. Et moi, je me souviens, lors de la première visite que j'ai fait ici, il y avait une vidéo de présentation du projet alimentaire territorial de Montsartou. Et il y avait le témoignage d'une mère de famille qui m'avait beaucoup frappé, où elle disait bah oui, nous, on a changé pas mal de choses à la maison. Le jour où ma fille allait rentrer, elle a dit « Maman, c'est meilleur à la cantine qu'à la maison ». Et au-delà de l'impact carbone, cette nouvelle alimentation, ça génère aussi une économie de l'eau. Il y a des milliers de mètres cubes d'eau en moins pour produire une alimentation moins gourmande en eau. Un impact pétrole beaucoup plus faible et aussi un impact de surface agricole nécessaire pour produire cette alimentation beaucoup plus faible aussi. Donc on voit qu'on a un certain nombre de solutions. C'est pourquoi je crois beaucoup au PAT. Je crois aussi beaucoup aux PAT communaux et des PAT à chaque niveau de collectivité, communale, intercommunale et départementale, et qui travaillent ensemble, chacun selon leurs compétences, pour avancer. Mais la transformation de l'alimentation des habitants, ça passera par l'action des PAT communaux, parce que c'est eux qui ont la proximité avec les habitants. Et on souhaite donc vivement que l'État accompagne ces PAT. On sait que c'est chancelant en ce moment. On attend toujours les financements de 2024, alors qu'on est fin juin. Est-ce qu'ils arriveront avant des bouleversements politiques? On ne sait pas. Voilà. Donc il y a une vraie attente gouvernementale et il y aura une vraie vigilance, je pense, de notre part, voire une grande action, si besoin, pour maintenir des moyens de fonctionnement des projets alimentaires territoriaux. Alors je te rassure, les agriculteurs bio attendent toujours leur Z-Pack 2023. Oui, non, mais il y a du boulot. Voilà, je ne vais pas être plus long. J'ai un peu étendu parce que Jérôme ne parlant pas, on avait regagné un peu de temps. Mais on va passer tout de suite à la suite. Et il y a Julien qui a encore une petite présentation du public à vous faire. Oui, 2 mots rapidement. On voulait profiter du fait que vous avez rempli un formulaire d'inscription pour donner à voir un peu la diversité qui est présente dans la salle et qui est pour nous une grande satisfaction aujourd'hui. Voilà, il y a plus de 43 communes aujourd'hui qui sont représentées, plusieurs niveaux d'intercommunalité, 3 départements, 4 PNR ou pays, et puis plein d'autres partenaires techniques, associations. Voilà, donc c'est hyper intéressant. Dans le cadre de ces journées, on a aussi lancé un premier recensement national de toutes les fermes portées par des collectivités, donc municipales, intercommunales ou départementales. Le formulaire est toujours disponible. N'hésitez pas à le compléter ou à le faire compléter par des communes que vous connaissez, même si elles n'ont pas pu participer aux rencontres. Le but, c'est d'obtenir un panorama aussi large que possible. Donc avant les rencontres, on avait 25 réponses. On a tiré des posters que vous pourrez découvrir ce soir pendant le cocktail. Voilà, donc ça a des sortes de petites cartes d'identité, de projets de fermes publiques un peu partout en France. Et puis on va continuer ce répertoire qui sera un des livrables importants de ces rencontres. Et puis aussi une belle... Juste un complément d'info, parce que des fois je m'amuse dans les déplacements, on a un peu de temps pour faire des calculs. L'ensemble des territoires représentés ici aujourd'hui, ça représente 7,5 millions d'habitants. Donc c'est quand même plus de 10% de la population française, donc c'est loin d'être négligeable. Bon, bravo à vous d'avoir fait les déplacements. Alors, parce que comme on va le voir, il y a des gens qui viennent d'assez loin. Donc dans la salle aujourd'hui, on a des élus évidemment, des techniciens dont des maraîchers, bonjour aux collègues, des chercheurs, on l'a dit, et puis des représentants d'associations. Et puis donc on a un certain nombre de participants qui ont traversé la France. Donc on a des nordistes, je crois, dans la salle, qui viennent de Dunkerque ou de Grande-Synthe, si vous voulez lever la main. Je ne sais pas où vous êtes. C'est trop loin, ils ne sont pas encore arrivés. Ils sont pas encore arrivés. On a des Bretons, enfin on a un Breton, je crois, qui est dans la salle. Et puis alors, record battu, toute catégorie, on a un compatriote de l'océan Indien qui est là. Je sais pas si... Voilà. Merci, bravo. Alors, j'espère quand même que vous n'êtes pas venu exprès parce qu'on va se faire taper sur les doigts par l'ADEME pour le bilan carbone de l'événement. Finalement, oui, parce qu'il venait au carrefour des pâtes, mais non, ça va. Il n'y a plus de carrefour des pâtes, donc... Voilà, en tout cas, nous, on est hyper contents de cette diversité géographique, de cette diversité de niveaux de collectivité qui montrent que des projets nourriciers qui ont du sens, on peut les mener un peu partout et qu'on aurait tout intérêt à les généraliser.